Avant de nous présenter ce texte, Madame Berger, votre majorité aurait gagné, je crois, à s'offrir une séance d'introspection sur le thème que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il faut dire que vous avez de quoi faire en la matière. Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné, et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu, et, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. 12 enquêtes en cours, dont une concerne le ministre du Travail pour favoritisme. 13 mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales, cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Votre formation politique a même hésité à réinvestir dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, l'un des vôtres, qui a été en son temps défendu par celui qui est devenu garde des Sceaux et qui a été condamné en première instance à 3 ans de prison, dont 1 an ferme et 2 ans d'inéligibilité pour violence volontaire. Mais qu'est donc devenu ce candidat à l'élection présidentielle qui, en 2017, déclarait qu'un ministre devrait quitter le gouvernement s'il était mis en examen ? Le président Macron, au contraire, aura, contrairement à tous ses prédécesseurs, renoncé à cette exigence éthique. Et vous venez nous parler de probité, alors même qu'un des premiers signataires de ce texte, par ordre alphabétique, est accusé au terme de 2 plaintes de viol sous soumission chimique et de tentative de viol. Beau bilan. Ce texte est donc un énième coup de communication de la majorité consécutif à la condamnation de l'un de nos collègues, Adrien Quatennens. Est-il souhaitable de légiférer après un fait ayant déclenché une polémique ? Attention, mes chers collègues, à légiférer pour la cause et non pour tenter de leurrer nos concitoyens sur le fait que vous seriez irréprochable. Personne ne vous croira. Sur le fond, par cette proposition de loi, vous souhaitez étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux violences aggravées, c'est-à-dire aux violences commises notamment sur un mineur de moins de 15 ans, sur une personne vulnérable ou sur le conjoint, dès lors que cette violence a entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours. Elle complète donc une liste de délits déjà très longue et se borne à rendre obligatoire ce qui était facultatif. Je rappelle d'ailleurs que dans l'affaire en question, le juge aurait déjà pu prononcer l'inéligibilité de notre collègue. En toute indépendance, il a estimé ne pas devoir le faire. Vous qui utilisez les semaines de l'Assemblée nationale pour faire des initiatives transpartisanes, pourquoi ne pas avoir créé un groupe de travail à ce sujet qui aurait, j'en suis sûr, pu aboutir à un texte commun ? Pourquoi ne pas avoir eu un vrai débat sur ce sujet et ne pas l'avoir fait sur d'autres causes tout aussi légitimes ? Pourquoi ne pas, par exemple, avoir élargi cette peine d'inéligibilité obligatoire au délit de trafic de cession-importation de stupéfiants dans les rançons vides ou l'inéligibilité au délit de consommation de stupéfiants aggravé par la qualité de l'auteur, notamment une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, par exemple. Mais peut-être que sur vos bancs, Madame Berger, il n'y aurait pas eu le même enthousiasme, évidemment, à étendre l'inéligibilité obligatoire à ces délits. Mais je crois, mes chers collègues de la majorité, qu'il ne faut pas trop jouer avec l'actualité sous peine de se discréditer. Au groupe des Républicains, nous sommes tous convaincus qu'il faut lutter évidemment contre toute forme de violence, renforcer cette exigence de probité et d'exemplarité des élus, qui, j'en suis profondément convaincu, est un préalable à la restauration de la confiance dans la vie politique et la vie publique en général. Et c'est la raison pour laquelle, si nous regrettons l'opportunisme de ce texte, le groupe des Républicains ne s'y opposera pas.